Bonjour, bonjour à tous. Merci à tous d'être avec nous, d'avoir visionné ce beau film. Et surtout, merci à François Catonnet d'être avec nous et d'accepter cette discussion qui va être très intéressante. Bonsoir. Non, mais c'est un plaisir. Moi, je suis l'ambassadeur de Velikovic. C'est vraiment, oui, super. Donc, on va commencer avec quelques questions qui vont revenir à la fois sur votre travail et puis plus particulièrement sur votre relation avec Vladimir Velikovic et sur comment vous avez décidé de filmer ce geste très particulier qui est le geste de peindre, ce qui nous intéresse particulièrement. Voilà, donc déjà, vous avez travaillé sur beaucoup de films tout au long de votre carrière, mais vous n'avez pas été que réalisateur, vous avez été aussi directeur de la photographie ou assistant à la caméra, si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez aussi une activité de plasticien, hein, puisque vous produisez et exposez des photographies et des estampes numériques. Et finalement, la première question, ce serait comment vous définiriez votre métier? Non, mon métier, c'est directeur de la photographie. C'est pas réalisateur. Je suis devenu réalisateur que par amour de la peinture et des peintres, pour filmer des peintres. Mais mon métier, c'est directeur de la photographie. C'est-à-dire, en résumé, c'est celui qui fait les images d'un film, qui fait la prise de vue, qui assure la prise de vue. C'est-à-dire, c'est la lumière et la caméra. C'est ça le travail du directeur de la photographie. Je suis devenu réalisateur parce que je voulais filmer des peintres et que je voulais être seul. Je voulais pas travailler avec une équipe, alors que quand je suis directeur de la photographie, j'ai une équipe nombreuse. Mon équipe de prise de vue, c'est entre 12 et 15 personnes, uniquement pour la prise de vue. Voilà. D'accord. Faiseur d'images, je pourrais dire. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai été filmé Velikovic. Je dis, on est deux faiseurs d'images, lui avec de la peinture, moi avec de la lumière et une caméra. Mais on se pose les mêmes questions et c'est ça qui m'intéressait dans le fait de filmer le peintre, parce que les préoccupations, elles sont en grande partie les mêmes, c'est-à-dire le sombre, le clair, le contraste, la composition d'une image, etc. Et j'avais envie de lui parler de ça comme on discuterait entre personnes qui ont les mêmes préoccupations. Voilà. Sauf que je me suis tue pendant tout le film. Oui, finalement, c'est vrai que vous avez coupé vos interventions. Oui, c'est un principe parce que bon, j'ai vu bien sûr beaucoup de films sur les peintres et je suis souvent très choqué par ce que j'appelle les films de commentaires. C'est-à-dire, on parle d'un peintre et quelqu'un de parfois savant d'ailleurs, hein, nous explique ce qu'on doit penser. Et parfois, il se met même devant le tableau et il nous explique ce qu'il faut y voir. Moi, je suis parti d'un principe complètement différent. J'étais au service du peintre, je voulais le voir travailler et j'espérais que, au fur et à mesure du filmage, on comprenne quelques ressources de la création de l'artiste. Voilà. Très bien. J'ai oublié de vous préciser, hein, si vous voulez nous poser des questions directement, vous n'hésitez pas à taper dans le chat et on vous lira. Et bien sûr, François se fera un plaisir de vous répondre. Donc, pour revenir à votre travail, effectivement, vous nous expliquez que c'est cet amour des peintres qui vous a finalement amené à la réalisation de ces documentaires, que vous avez commencé à partir de 2013. Et donc, le premier est justement le documentaire qu'on vient de visionner ensemble. Mais qu'est-ce qui finalement vous a vraiment amené à engager ce travail et ce travail de filmer les peintres en train de créer? Mais il y a un petit peu un concours de circonstances, c'est-à-dire que Velikovic, pardon, je l'appelle Vlada parce que c'est toujours comme ça que je l'ai appelé et qu'on l'appelle. Vlada avait une amie d'enfance qui est serbe comme lui, qui est de sa génération et qui travaillait aussi dans le cinéma et je la connaissais. Et elle a pensé qu'on s'entendrait bien, elle nous a présenté effectivement, on s'est bien entendu. Voilà, et donc je savais qu'il voulait faire un film. Moi, ça me plaisait énormément de filmer un peintre.
On s'est mis d'accord, simplement je lui ai posé quelques conditions, je lui ai dit qu'il faudrait qu'il filme, à un moment ou un autre, qu'il peigne devant moi, ce qu'il a mis 6 jours avant de faire, avant de s'y mettre, et que je passerai beaucoup de temps, que je viendrai de temps en temps, régulièrement, je l'appellerai, demander si je pouvais passer, s'il travaillait, et, et voilà, on s'est mis d'accord sur la manière de faire un film, et je lui ai dit immédiatement mon intention de ne jamais sortir de l'atelier, c'est-à-dire de rester à l'endroit où se passe la création, et non pas qu'il n'y ait pas d'anecdotes sur la vie, sa vie dans la ville, sa famille, son histoire. Il nous en a raconté une partie, mais que en relation avec sa création. Je voulais pas sortir de l'atelier. Tous les films que je fais depuis avec des peintres, j'en suis à mon 11e, je reste toujours dans l'atelier et j'attends qu'ils travaillent. Et puis de temps en temps, je pose des questions. Enfin, en général, les entretiens qu'on voit, je les fais quand j'ai déjà beaucoup travaillé. Avec Velikovic, j'ai passé 28 jours pour faire ce film-là et l'autre que j'ai fait sur le dessin. Et voilà comment ça se passe. Un concours de circonstances et un plaisir. En plus, je dois dire que ça me semble presque, au fur et à mesure que je me suis mis à filmer des peintres, ça m'est apparu vraiment comme un devoir, parce que je me suis aperçu qu'on ne filmait pas les grands peintres et les grands artistes en général. Ça devrait être un devoir, je ne sais pas, des autorités du ministère de la Culture de faire filmer tous les gens âgés qui sont des créateurs, parce que Vlada, je crois qu'il n'existe qu'un autre film de Jean-Michel Meurice qui soit un peu long. Oui. Le reste, c'est très court, des petits bouts de films institutionnels, quoi, qui comme pour le journal télévisé, quoi. Ça ne parle pas vraiment de l'artiste. Donc c'est vrai que quand il a disparu il y a un an, je me suis dit, mais mon Dieu, heureusement que je l'ai filmé, heureusement. Sinon, on n'aurait pas de témoignage de lui au travail. Oui, c'est vrai que c'est très précieux. On a une question d'Andrea qui nous demande combien de temps a duré le tournage. Vous avez commencé à répondre. Bah, j'ai répondu, j'y étais 28 jours. Par la suite, hein, ça a duré sur un an et demi à peu près. J'ai passé 28 journées dans l'atelier, séparées les unes des autres d'ailleurs. Parce que c'est la seule, ça me semble la seule solution pour aller un peu profondément dans l'art du peintre, dans son âme, parce que si on arrive et qu'on reste 3 heures et qu'on lui dit peint et parle, on n'aura rien, on n'aura pas grand-chose. Tandis que si on reste très très longtemps, il y a une habitude de l'un avec l'autre, petit à petit, il n'a plus d'appréhension d'avoir quelqu'un qui est à côté de lui et qui le filme. En plus, je filme avec une toute petite caméra. En fait, c'est un appareil photo qui fait de la vidéo. Donc, c'est extrêmement léger. Je travaille à la main, donc il n'y a pas d'installation. J'ai la caméra à la main qui a l'air d'un appareil photo, ce qui est assez familier pour tout le monde, même en dehors du cinéma. Et donc, c'est très important que cette intimité soit préservée, voilà, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on a quelque chose d'un peu profond. Effectivement, et c'est vrai que ce qu'on ressent, hein, c'est que vraiment ce que vous avez essayé de capter, c'est cet instant de création, comment un peintre, un créateur crée, et est-ce que c'est vraiment ça qui vous a motivé dans ces documentaires? Quel est votre rôle de cinéaste et de réalisateur? Tout de suite, je disais, je ne suis jamais sorti de l'atelier parce que je voulais évoluer dans la forge, là où ça se passe, où on fabrique, et uniquement ça. Pardon, j'ai perdu la question. Oui, votre rôle de réalisateur, et finalement quel regard vous avez choisi d'adopter sur Oui, c'est ça.
je ne voulais pas, je ne veux pas comme, je ne voulais pas commenter. D'ailleurs, il y a une petite coquetterie dans le film pour montrer que le réalisateur est absent. J'ai laissé un mot de ma part au début du film. Il rentre par la droite du champ et on m'entend dire action, comme on dirait au cinéma. Et c'était pour, à mes yeux, c'était pour bien montrer que le réalisateur n'était absolument pas le sujet du film et ne comptait pas. Il ne comptait que par son savoir-faire et la manière de capter ce qu'on filme. Mais je ne voulais absolument pas que l'on commente. Voilà, je ne m'intéressais qu'à la fabrication et forcément au discours qui va avec, parce qu'il m'a parlé souvent quand même. Même parfois, il parlait pendant qu'il peignait, mais pas très souvent quand même, Velikovic. Il a surtout parlé dans les interviews que j'ai fait au bout d'un certain nombre de jours de tournage. Et du coup, comment ça se passe au montage? Parce que vous choisissez forcément sur, beaucoup d'heures de rush, j'imagine, les Ouais. moments que vous choisissez de montrer et comment vous réussissez à finalement garder cette objectivité que vous essayez d'avoir sur le tournage? Est-ce que du coup, vous gardez la chronologie de comment les choses se sont passées, pendant le tournage ou comment ça se quel Non, choix vous faites? il y a forcément, il y a beaucoup de moments où on filme et ce n'est pas passionnant. Donc, une manière de faire le montage, c'est de garder déjà tout ce qui est intéressant. Alors forcément, s'il y a des petits bouts de chronologie, parce que quand il est sur une œuvre, quand on le voit par exemple travailler sur des visages vers la fin du film, on a envie que ça dure un peu parce qu'on voit ses mains qui écrasent la peinture, on voit vraiment une technique qui n'appartient qu'à lui, ou même il écrase la peinture avec la paume de la main. Donc à ce moment-là, il y a des petits moments de chronologique. Mais sinon, c'est une accumulation de tout ce qui me plaisait, quoi, de tout ce qui m'intéressait. Je suis le premier spectateur, forcément. Oui. Je sais pas si vous avez passé le Mystère Picasso, vous m'avez dit, non? Oui, alors pour la première, séance des musées à l'écran, on a diffusé, le Mystère Picasso au cinéma Les Templiers, à l'époque qui était ouvert et on espère qu'il, sera de nouveau bientôt. Effectivement, on a plusieurs, spectateurs et visiteurs qui sont venus, voir le Mystère Picasso. Mystère Picasso, c'est chef-d'œuvre, quoi, parce que alors là, contrairement à mon film, le metteur en scène, il est très présent, mais c'est normal, c'est un très grand metteur en scène qui est pas aussi important que Picasso, mais qui est aussi compté dans le cinéma. Donc il a pris sa place un peu. Mais il a dit au début du film, avant le film, il y a une phrase qui m'a servi de guide. Il dit si vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Et cette phrase, elle m'a guidé tout le temps, quoi. C'est-à-dire, je le filme en train de travailler, mais je vais régulièrement jusqu'à sa main parce que c'est là qu'est le geste du créateur. Bien sûr, il y a le raisonnement, la pensée, etc. Mais la fabrication, c'est au moment où la main pose la peinture sur la toile. Et c'est ça que je fais avec tous les peintres que je filme. Pour, du coup, je vais rebondir sur Clouseau et sur le Mystère Picasso. C'est vrai que ce film, on l'avait vu, hein, il y a le rôle de la musique est très particulier. La musique est extrêmement illustrative et parle presque plus, raconte presque plus que les œuvres qui sont en train de se faire. Et vous, au contraire, la musique, ne prend pas du tout cette place, primordiale. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos choix musicaux justement pour ce film-là en particulier? C'est-à-dire, il y a à la fois, comment dire, j'étais un peu, on n'est pas libre pour choisir la musique parce que mes films ne sont pas produits. Je n'ai pas de producteur, je n'ai pas de diffuseur. Personne ne me donne d'argent pour les faire, je les fais moi-même. Avec, quand il y a des frais, c'est moi qui les paye. Et donc, la musique est un gros problème parce que la musique, ça coûte très cher de mettre de la musique sur des films. Et le jeune musicien qui m'a donné cette musique, maintenant il peut plus me la donner parce qu'il est chez Universal et on voulait me faire payer comme si je prenais de la musique des Rolling Stones. C'était des fortunes. Mais là, il était encore producteur, ce jeune garçon qui s'appelle Thomas Enko, qui est un très grand pianiste jazz et classique.
Et on avait fait un film avec mon ami réalisateur Mordia. On avait fait un film dont il avait fait la musique et j'avais été emballé par ce qu'il avait fait. Ça s'appelait un film qui est passé sur Arte, Les 5 parties du monde. Et il avait immédiatement gagné le prix de la meilleure musique de l'année. Donc, il y a un peu une nécessité de trouver à la fois un musicien qui m'intéresse, qui me plaît, et en même temps qui puisse me donner, me la donner, sa musique. Et alors, maintenant, si on parle du choix, pourquoi j'ai aimé ça, c'est-à-dire, on peut pas mettre sur le peintre qui peint, on peut pas mettre une musique symphonique, on peut pas mettre quelque chose euh, qui est presque, qui surpasse presque l'image, quoi. Il faut qu'il y ait un petit recul, comme la caméra est un petit recul par rapport au peintre en train de travailler. La musique, elle accompagne, mais elle n'encombre pas, voilà. Et en plus, c'est de la très bonne musique. J'aime vraiment énormément. Je me suis servi de sa musique sur plusieurs films. Ouais. Et pour continuer sur le mystère Picasso, qui était vraiment un chef-d'œuvre, il y a un autre film que je vous conseille, qui pour moi est le deuxième grand film sur la peinture. C'est Le Songe de la lumière de Victor Hérissé, qui est un metteur en scène espagnol de fiction et qui a filmé un très très grand peintre espagnol qui s'appelle voilà, Antonio López Garcia, qui peint des fruits sur un arbre. Et il le peint pendant 6 mois, ce qui fait qu'à la fin, les fruits pourrissent, il les soutient avec des branches pour pouvoir continuer à garder la même composition. Mais ce film m'a beaucoup touché aussi parce qu'il y a un travail très humble, vous voyez. Je pense que je fais un travail très humble par rapport au peintre. Je ne me mets pas en valeur, je ne parle pas à sa place, je ne veux qu'il n'y ait que lui qui soit la vedette du film. Et le film de Victor Hérissé, il est assez amusant de ce point de vue-là aussi, parce que avec ces cognacis, je crois que c'est des coins qui pourrissent au fur et à mesure qu'il fait le tableau, parce qu'il y va tous les jours il va peindre. C'est assez marrant. Le peintre n'est pas rigolo, mais le système cinématographique et la méthode du peintre est assez amusante. J'imagine. On a une autre question qui est une bonne question et qui vous demande si Velikovic était-il aussi sombre que sa peinture? Vlada, non. Non, on a beaucoup ri ensemble, mais c'est un homme assez réservé quand même, hein. C'est pas, on se saute pas dans les bras non plus quand on arrivait le matin pour travailler, mais beaucoup d'affect par contre. Je veux dire, après le tournage, donc il est décédé il y a 1 an au mois d'août, donc il y a pas mal d'années qui se sont passées et Vlada tenait beaucoup à ce que je vienne le voir régulièrement. Il y avait une amitié très profonde qui s'était créée par cette intimité partagée qui est très troublante, hein, très étrange même, dans la mesure où je travaille tout seul et qu'on n'est que tous les deux, chacun exerçant son métier, c'était des moments assez étranges. Et Vlada, non, il riait, mais il a été tellement marqué par les 2 guerres j'allais dire en Serbie, la première guerre c'était en Yougoslavie, et puis lui il tenait au nom yougoslave. Pendant la guerre, il a vu de telles horreurs, et puis tout ça a été revivifié par la guerre de 92, et il n'arrivait pas à se sortir de ça. Une des questions que je lui ai posées, et vous n'avez que la réponse dans le film, je lui ai dit, mais tu aurais pu faire une peinture qui, au contraire de ce que tu fais, raconte les beautés de la vie, et il m'a dit que non, qu'il ne pouvait parler que de ce monde sombre et de la dureté du monde qu'il avait connu. Mais lui, il était charmant, oui, il était charmant. Et une autre question, c'est vrai qu'on peut très vite y penser en voyant son travail, mais est-ce qu'il parlait ouvertement d'une influence de Francis Bacon ou pas du tout et sa peinture était née justement, seulement de ce moteur, presque traumatique
de ce qu'il avait pu vivre? Ils habitaient très près l'un de l'autre. Quand Bacon habitait à Paris, mais il y a 50 ans, Vlada habitait à côté de la place des Vosges et Bacon aussi. Je ne sais même pas si Bacon n'habitait pas dans le même immeuble. Et donc, ils se voyaient et ils s'admiraient réciproquement, les deux. Alors, bien sûr, on peut penser que chacun aimant la peinture de l'autre lui prenait quelques éléments. Je n'en sais rien. Je vais pas, justement, je ne veux pas me mettre devant le tableau et parler de fierté sur leur peinture réciproque. Ce que je sais, c'est que dans la vie, ils s'appréciaient et ils s'admiraient. Et ils se sont connus, ils se sont bien connus. C'est intéressant, c'est amusant de savoir qu'ils ont été aussi proches géographiquement, en tout cas. Ouais, mais et effectivement, quand c'est quand même très différent. Simplement, on voit des connivences dans certaines violences, des choses comme ça. Oui, ces corps très charnus, très charnels, déchirés, effectivement, il y a quelque chose de très proche. La chair, chez Vlada, dans l'atelier de Vlada, il y avait des photos de boucherie avec des pièces de bœuf qui l'inspiraient. Oui, j'imagine. D'ailleurs, on voit aussi qu'il a ce rapport au. Il dit qu'il travaille pas à partir de modèles vivants, mais mine de rien, il travaille à partir d'un corbeau empaillé, de ses photos, de Muybridge, etc. Il y avait même dans l'atelier un Polaroid où c'était lui dans une position extrêmement douloureuse comme un cadavre. Et il s'était fait photographier pour servir de modèle. Ah non, c'était pas très gai cette peinture, mais quelle beauté. Oui, c'était une très belle peinture. Qui dessine comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Du coup, je vais rebondir et vous poser peut-être une question un peu plus personnelle, mais qu'est-ce qui finalement vous a le plus touché, le plus marqué dans cette rencontre et ce partage avec cette personne qui était Vladimir Velikovitch? Oui, mais c'est comme dans toutes les rencontres, c'est l'approche régulière de l'un et de l'autre, quoi. C'est-à-dire, au début, on est un peu distant, on est chacun sur la réserve, on se demande ce que l'autre va faire, aussi bien lui que moi. On attend, on saute pas dans les bras, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui m'a frappé, c'est justement la profondeur du lien qui se créait dans cette situation. Parce que, je dis, elle est extrêmement rare. Qui a passé 28 jours dans l'atelier d'un peintre au travail? Il doit y en avoir, mais ça va être très rare, très très rare. Forcément, le lien qui se crée, il est très fort. Non, c'est Instagram qui me parle. Non, voilà, et tous les peintres avec qui j'ai travaillé, le lien qui s'est créé est très fort. Mais ce lien est protégé par le fait que je travaille seul. Parce que si on arrive avec une équipe, du matériel et tout ça, ça change complètement la relation. Et oui, forcément. Je me débrouille où je travaille en lumière naturelle, où j'installe une lumière avant et on n'y touche plus. Donc il n'y a pas d'ouvrier, d'électricien, de machiniste, d'assistant, d'ingénieur du son. Donc on est vraiment seul. Oui, et on sent que c'est cette intimité qui grandit aussi au fur et à mesure du film, et on sent cette relation forte qui vous lie, et en tout cas cette tendresse presque l'un pour l'autre, quoi, de ce regard bienveillant qui est réciproque finalement. Oui. J'étais très touché par ça, bien sûr. Parce qu'en plus, je l'admirais depuis. Dans les années 70, toute la période des chiens et tout ça, il y avait beaucoup d'images de son travail qui étaient montrées, une affiche ou des choses comme ça. Donc je la connaissais depuis toujours, sa peinture. Donc j'étais très, très touché d'un seul coup d'être au milieu Oui, de rencontrer finalement cet homme et d'avoir la chance de le voir créer. Une chance extraordinaire. Je vous envie beaucoup. C'est pas comme on dit, il a mis 5 jours, 6 jours avant de peindre devant moi. Et il m'a même pas prévenu. Je filmais des tableaux, je photographiais de ces tableaux, et puis d'un seul coup, je l'ai vu qui a pris un pinceau,
il s'est dirigé vers une toile, il a commencé à peindre. Il m'a pas dit, viens, je vais peindre. Il s'est mis à peindre. Donc, j'ai commencé à le filmer, mais de loin. Pas, de loin, oui. Je me suis mis à 5-6 mètres. Je me suis pas approché tout de suite. Tout ça, c'est très important quand on filme un artiste, parce qu'on peut pas, on peut le troubler, quoi. On peut d'un seul coup détruire sa concentration, comme un rien. Bien sûr, il faut que ça vienne naturellement. Et est-ce que vous avez d'autres choix techniques finalement, très cinématographiques, techniques à nous citer comme ça pour que vous avez fait et que vous avez pris, ces choix-là que vous avez pris justement pour sauvegarder cette bulle, que vous créez au fur et à mesure avec le peintre? C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être seul et le Mmh. fait d'être avec un outil extrêmement petit, Mmh mh. pas de pied de caméra, donc on est comme, on est absolument pas encombrant, il y a juste la présence, ma présence qui tient l'appareil photo, mais le fait de travailler à la main aussi permet de ne faire aucune installation, donc de passer d'un plan à un autre. Une fois, j'ai compté il me fallait à peu près, pour passer d'un plan à un autre, il me fallait une douzaine de secondes. Ce qui veut Mmh. dire que je peux presque filmer en continuité ce Mmh. qu'il est en train de faire. Donc tout ça participe à la protection de son intimité. Bien sûr. Il m'est Et arrivé, c'est il y a des mmh. peintres qui m'ont dit qu'ils oubliaient que j'étais là, quoi, qu'ils n'y pensaient plus. Mmh D'un mh. seul coup, ils se rendaient compte qu'il y avait la présence d'un intrus, mais qu'ils n'y pensaient plus du tout. Quel beau compliment. Il faut le travailler, ça, il faut le, c'est compliqué, c'est Oui, j compliqué. ouais, ouais, C'est j'imagine. compliqué, ça demande de, enfin, je sais pas si j'ai de la délicatesse, mais ça demande, oui, ça demande de la délicatesse. Mmh mh. Et de l'humilité comme vous disiez aussi, tout à l'heure. Oui, oui, Mmh mh. absolument, oui, oui. D'être capable de s'effacer pour capter justement l'essence de ce moment. Mmh mh. Mmh. Et la dernière question de ma part et après je vous poserai, la nouvelle question, d'Andrea, mais qui pourra nous permettre peut-être de conclure, cette discussion. Donc la mienne déjà, en tant que faiseur d'images, hein, c'est ce mot que vous employez que je trouve, très Ouais. très chouette. Qu'est-ce qui vous a marqué finalement dans la manière dont Vladimir Velikovic fabriquait les siennes? Est-ce que vous avez récupéré des choses? Est-ce que ça vous a influencé ou au contraire pas du tout? Non, on est sur des terrains très différents. Il y a Mmh. la peinture de Vlada, elle est marquée par sa technique extraordinaire, par, heu, les choix de ses sujets, le traitement pictural, tout ça n'appartient qu'à lui, quoi. Ça ne me Non, ce qui m'a le plus marqué, c'est la la communion du travail fait en commun, en même Mmh temps, pas mh. en commun, en même temps. Mmh. Chacun travaillant, de son côté, mais à l'idée de la même œuvre. Mais je peux pas dire que sa peinture, me fait changer, Mmh, heu, bien sûr. dans ma fabrique des images. Mmh. Mmh. Dire parce que déjà au cinéma, quand on fait du film de fiction, on est très loin. La peinture ne sert heu, qu'à nourrir Mmh mh. à nourrir son regard, Mmh hein. mh. Mais quand j'éclaire, je sais pas, Catherine Deneuve dans Indochine, je vois pas le rapport avec, la peinture que j'aurais filmée chez Vlada. Il y a rien à voir, c'est des enjeux très différents. Mmh Par mh. contre, la peinture nous nourrit. Mmh mh. Je parlais au début, le sens de la composition, des contrastes, de la lumière, du clair, du sombre, toutes ces questions qui sont communes à la photographie et à la peinture. Vous avez dû échanger autour de ces grandes questions, finalement transversales, Oui, ben, on entend, je veux dire, dans les entretiens, on voit que Vlada, il a été professeur pendant 18 ans aux Beaux-Arts, Mmh mh. donc il a l'habitude du professeur qui transmet, ses idées et et sa pensée, hein. On voit bien. Donc ça, effectivement, on l'écoute et on prend. Mais mais on est loin l'un de l'autre là, quand je Oui. fais le métier de directeur de la photo en fiction
Et quand je et ce que fait Velikovic, on est loin, si ce n'est qu'on fait des images tous les deux, quoi. Super. Et donc la dernière question d'Andrea. Avez-vous de futurs projets et sur quel peintre? Bien, Si vous souhaitez en parler, bien sûr. oui, non, moi, ça me gêne pas, au contraire, je fais le maximum de propagande. Je suis en train de filmer mon 11e film, faire mon 11e film. Le 10e, c'était un peintre de Lyon qui s'appelle Patrice Giorda, très très bon peintre. Et en ce moment, je travaille depuis un an. Mais en un an, j'ai réussi qu'à faire que 8 jours parce que Sacrée année j'ai du compliquée. mal à l'attraper. C'est Pat Andrea, peintre qui a une facture réaliste, mais qui fait une peinture qui a, disons, très inspirée par le surréalisme, avec des gros visages sur des corps plus petits, mais peints avec une finesse extraordinaire. C'est voilà, j'espère le finir dans un an. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais été filmer une peintre qui s'appelle Marie Morel. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin vous chercherez sur Internet. Oui, j'irai voir. Elle produit énormément de choses, c'est très intéressant et c'est un personnage assez fabuleux. Mais bon, j'attends que la situation ait changé pour aller la filmer parce qu'elle est dans le Jura. Donc je suis obligé d'y aller. Oui, effectivement. Ouais. C'est pour ça que c'est commode. Vlada, il habitait à côté de Paris et donc je dis, je filme beaucoup de pannes dans la banlieue sud parce que comme je n'ai pas de production, c'est très commode d'avoir des peintres à porter. J'ai fait un film sur Antonio Segui aussi, qui est un voisin de Velikovic. Et ami. Et amis, et qui ont partagé le même atelier, l'atelier qu'occupe en ce moment Antonio Segui. Ils l'ont partagé avec Velikovic dans les années 65, avec Titus Carmel. Dans le même atelier, il y avait Titus Carmel, Segui et Velikovic. Sacrée ambiance, ouais, on imagine. On aurait voulu. Là j'aurais aimé avoir une caméra pour voir les images. C'est sûr. Ouais, on aurait aimé aussi. Du coup, je précise pour nos spectateurs, on va dire ça comme ça, qu'effectivement, Vladimir Velikovic est présent. On a une toile de ce grand artiste dans les collections du Musée d'art contemporain de Montélimar, suite à une exposition où on a présenté le travail de Velikovic en face à face avec celui d'Antonio Segui. Donc peut-être que ce nom vous parle si vous avez eu l'occasion de voir cette exposition qui date de mémoire de 2015 ou 2014, il me semble. Et peut-être le dernier petit rebond sur lequel j'aimerais vous faire parler, parce que ça, en tant que défentrice de l'art, c'est quelque chose qui m'a marqué quand on a discuté tous les deux, c'est qu'effectivement, vous dites que vous n'avez pas de producteur et que même pour la diffusion et la distribution, vous vous retrouvez très seul aussi, finalement, pour défendre ces films-là. Oui, mais j'ai essayé... pour Velikovic, j'ai eu une petite aide a posteriori. Mais c'est tellement compliqué, il faut faire tellement de choses que j'y ai renoncé pour les films suivants, parce que avec la carrière que j'ai eue, qui a été quand même pleine de plaisir et de joie de pratiquer, je voulais pas prendre le risque d'arriver dans un bureau et demander de l'argent à quelqu'un qui risquait de me dire que c'était pas intéressant ce que je faisais. Soit, je dirais comme Velikovic dans le film, soit je l'étrangle, soit je pars humilié et frustré. Donc, j'ai décidé de ne plus jamais chercher. Alors, il y a un producteur qui a son nom sur mon film, c'est un ami, parce que ça fait un peu film à compte d'auteur quand il n'y a pas de nom de producteur, quand on va dans les festivals. Et puis, cette pratique a un avantage, tant que je peux assumer les frais de fabrication du film. Ça a un autre avantage, c'est que
par rapport à mes collègues qui font des films comme ça sur les artistes, je peux faire 3 fois plus de films parce que le temps qu'ils perdent à monter les films, à chercher les diffuseurs et tout ça, ils passent, j'ai vu que moi, le temps que j'ai fait du film, les autres, ils en font 3. Mmh. Je préfère continuer comme ça, parce que Oui, c'est ça a certains je avantages, c'est sûr. ailleurs dans le cinéma de fiction et dans la publicité. Voilà, je préfère pratiquer comme ça. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie encore, François Catonnet, d'avoir été avec nous et c'était très riche et c'était une vraie chance, de vous écouter et Quand si vous voulez, on refera une projection avec le film sur de Segui, Antonio avec Segui. plaisir, avec Voilà, plaisir et espérons cette fois-ci en vrai, en présentiel comme on dit. ouais, On croise les doigts et d'accord. merci aux spectateurs du coup de nous avoir suivis. On espère, que ça vous a plu Ben, et je vous souhaite une bonne fin de week-end. on aurait pu commencer par ça. J'espère que vous avez eu du plaisir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On Avant l'espère de tout cœur. Merci beaucoup, à bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.